Bonjour, alors aujourd'hui nous travaillons sur le chapitre 4 de la formation sur l'introduction à la cybersécurité. Alors sur l'écran, ce que vous voyez, c'est la fiche de la formation qui va intervenir bientôt. Ça sera une formation sur les réseaux informatiques et ça sera vraiment beaucoup plus pratique. Donc ça se fera sous forme d'atelier. Et c'est la formation qui vient juste après ici. Et comme nos clients le plus favoris, ce sont ceux qui ont eu à faire une formation chez nous, d'où l'information vous est déjà pas partagée parce que les places sont très limitées. Donc, ceux qui vont s'inscrire en premier seront gardés pour la formation. Et la formation ne que à $40. Ça commence le 5 août et on va travailler à Kobo Hub en ville, référence INA, donc juste à côté de l'Institut national des arts. Donc, c'est l'information qui je devais vous passer. Alors, revenons à la formation. On a parlé récemment sur la sécurité personnelle, donc la sécurité de nos données. Le chapitre 2 nous avait présenté les menaces telles qu'elles se présentent et le chapitre 3 nous a présenté des solutions à titre personnel. Et aujourd'hui, nous allons parler de la sécurité au niveau de l'entreprise. Hier, on a fait un cours et il y a eu des problèmes au niveau du réseau, d'où j'avais promis de pouvoir réenregistrer une vidéo pour la mettre à votre disposition pour que vous puissiez mieux assimiler la leçon d'hier. Alors, le cours d'aujourd'hui, c'est la protection de l'entreprise. Et je tiens déjà à m'excuser, comme je l'avais dit hier, j'ai une grippe et j'ai une toux. Donc, il m'arrive de tousser de temps à autre, alors que ça ne vous dérange pas autant si ça arrivait. Merci. Protection de l'entreprise. Donc, on va premièrement, parler du pare-feu. Les pare-feux, j'en ai parlé à la séance précédente. J'avais dit que c'est un périphérique ou soit c'est une application que on peut activer qui permet de filtrer les informations entrantes et sortantes d'un réseau. OK? Donc, c'est ça un pare-feu et on en parlera un peu plus encore aujourd'hui parce que ici, particulièrement pour un réseau d'entreprise, ça peut être, oui, comme une application, mais c'est surtout pris pour un périphérique et c'est un périphérique très important parce que ça filtre toutes les communications. Donc, toutes les entrées et les sorties doivent passer par les pare-feux pour que les pare-feux puissent permettre ou refuser. Donc, c'est ce qui doit entrer ou ne pas entrer et ce qui doit sortir ou ne pas sortir d'un réseau ou d'un système informatique. Après, nous allons parler de l'approche comportementale de la cybersécurité. Et nous parlerons aussi de l'approche de Cisco pour la cybersécurité. Alors, les pare-feux, comme je le disais tantôt, les pare-feux, c'est un périphérique qui filtre, donc il contrôle ou filtre la communication entrant ou sortant d'un réseau ou sur un périphérique. OK? Et je vous ai montré comment activer les pare-feux sur un Windows. Référence la vidéo du chapitre 3. Donc, pour ceux qui n'avaient pas visualisé la vidéo, allez-y la visualiser pour voir comment vous devez activer ou désactiver les pare-feux sur votre périphérique. Et c'est recommandé que les pare-feux soient activés. Il peut y avoir des cas où vous pouvez le désactiver pour faire quelque chose, mais juste après l'avoir fait, il faut réactiver ces pare-feux-là. Alors, les pare-feux comme un périphérique ressemblent à ceci. Comme périphérique, les pare-feux ressemblent à ceci. Ça, c'est un pare-feu Cisco. OK? C'est un périphérique qu'on met pour filtrer les communications entrantes et sortantes d'un réseau. C'est les pare-feux Cisco, le plus répandu, c'est Cisco ASA. OK? Pare-feu, ou soit en anglais appelé aussi firewall. Donc, les pare-feux dans une topologie est représenté sur cette forme-là. C'est comme un mur. OK? D'ailleurs, en anglais, c'est appelé firewall. Donc, c'est un mur de feu. OK? Donc, il est là pour filtrer. Tout ce qui entre ou sort du réseau doivent passer nécessairement par les pare-feux. Et, et, et ces pare-feux peuvent être déployés sur plusieurs couches. On nous dit qu'il y a les pare-feux de la couche réseau,
la couche transport, de la couche application. Alors, c'est quoi les couches? Les couches, en tout cas, ça, en tout cas, c'est carrément les réseaux informatiques, mais je vais vous l'expliquer, espérant que vous allez quand même comprendre. Alors, dans le réseau informatique, il y a ce qu'on appelle les modèles réseaux. C'est une façon de représenter les réseaux. Et il y a le modèle TCP/IP et il y a le modèle OSI. OK? Dans le modèle TCP/IP, on a quatre couches et dans le modèle aussi, on a sept couches, dont la couche physique qui est la première couche, la couche liaison de données, la couche réseau qui est la troisième couche, la couche transport, la couche session, présentation et application. Si vous comptez, ça va faire sept couches. Alors, les pare-feux, on peut le déployer au niveau de la couche réseau. La couche réseau, c'est la couche qui gère particulièrement le protocole IP, donc les adresses IP. Donc, il filtre à ce niveau-là, il filtre les informations entrantes et sortantes par rapport à leurs adresses IP. OK? U- Une adresse IP, c'est une adresse qui vous identifie dans un réseau. OK? Le fait que vous vous connectez dans un réseau, vous avez une adresse IP qui vous identifie. Et les pare-feux, au niveau de la couche réseau, filtrent par rapport aux adresses IP. Après, il y a les pare-feux au niveau de la couche transport. Alors, la couche transport, lui, fait quoi? Au niveau de la couche transport, il y a ce qu'on appelle les numéros de port. Les numéros de port, c'est par rapport à chaque application. Chaque application que nous utilisons a un numéro de port bien déterminé. Par exemple, lorsque nous naviguons sur Internet tel que nous, nous le sommes là, le protocole qui nous permet de naviguer sur le web, c'est le protocole HTTP. OK? Et il a une version plus sécurisée, c'est HTTPS. OK? Et le protocole HTTP, par exemple, a un numéro de port qui est 80. Et sa version sécurisée, donc les HTTPS, a un numéro de port qui est 443. Après, il y a un, un protocole, par exemple, DNS. Après, bon, ce sont des choses que je donne comme ça. Je pense que ça peut passer vite pour certains. Mais si vous voulez mieux les maîtriser, il faut venir faire la formation en réseau informatique. Et j'avais dit que pour aller loin en cybersécurité, vous devez soit vous diriger vers les réseaux informatiques parce que vous devez maîtriser c'est quoi un réseau, c'est quoi ça, comment ça fonctionne pour mieux le sécuriser. Soit aller vers la programmation et concevoir des applications. Et par rapport à cette conception, vous allez voir comment sécuriser votre ou vos applications. Alors, après, il y a la couche application. La couche application, donc il y a les pare-feux qui sont d'abord mis au niveau de la couche transport et il y a aussi les pare-feux qui sont mis au niveau de la couche application. La couche application, c'est la couche avec laquelle nous interagissons directement. Donc, lorsque vous êtes, par exemple, sur WhatsApp, donc vous interagissez directement avec l'application. Après, il y a plusieurs couches par laquelle l'information doit passer jusqu'à atteindre la destination. Donc, lorsque vous envoyez ou vous recevez un message, la couche application, c'est la couche avec laquelle vous avez directement contact. Après, il y a plusieurs couches qui viennent sous-jacentes. Voilà, plus ou moins. Les pare-feux pour les applications sensibles au contexte. Donc, il y a les pare-feux pour des applications bien déterminées. On sait qu'il y a un pare-feu pour telle application seulement pour faire ceci ou cela. Il y a les serveurs proxy. Alors, le serveur proxy, lui, il joue le rôle de passerelle ou soit de pont. On peut dire qu'il sert d'intermédiaire entre votre ordinateur et les sites web que vous consultez. Donc, lorsque vous consultez un site web, donc il y a un serveur ou proxy qui est là pour assurer l'intermédiaire entre vous et votre et les sites web que vous visitez. Après, il y a les pare-feux au niveau de la NAT. La NAT, c'est un protocole qui est là pour faire la traduction de l'adresse particulièrement les adresses IPv4. Rappelez-vous que je venais de dire que on a tous une adresse IP
lorsque nous sommes connectés sur Internet, OK? Et particulièrement, l'adresse IPv4 sont en cours, donc ils sont en train de terminer. D'où il y a ces protocoles qui a été mis en place pour assurer un peu la longévité du protocole IP version 4, d'où c'est le protocole NAT. Et ces protocoles-là aussi, on peut déployer les pare-feux à son niveau pour renforcer la sécurité. Pare-feu propre à un autre unique. Donc, les pare-feux propres à un autre unique, c'est lorsque vous activez les pare-feux au niveau de votre périphérique. OK? Vous activez les pare-feux au niveau de votre machine. Donc, vous, vous pouvez voir que les pare-feux peuvent être déployés à plusieurs niveaux. On peut utiliser soit deux, trois pare-feux dans un réseau ou soit un seul, mais il faut que les pare-feux existent. Et plus il y a les pare-feux, plus vous êtes assuré de la sécurité de votre réseau. Et rappelez-vous qu'ici, nous sommes en train de parler d'un cadre professionnel. Donc, pour un réseau d'entreprise, il faut que ça soit à ce niveau-là. Les balayages de port, rappelez-vous que je venais de parler de numéro de port et tout ça au niveau de la couche transport. Donc, toutes les applications plutôt ont, ont des numéros de port, OK? Et maintenant, ces ports-là peuvent aussi ouvrir une brèche à la sécurité. Et il y a maintenant le protocole Nmap qui est noté ici, là où je suis en train de bouger les curseurs. Les protocoles Nmap est là pour faire le balayage des ports. Il va scanner les ports et voir s'il y a des ports qui sont ouverts ou s'il y a des ports qui sont fermés. Parce que il y a certains ports qui doivent être ouverts pour assurer la connectivité et d'autres doivent nécessairement être fermés parce que le fait qu'ils sont ouverts, ça entraîne une défaillance à la sécurité. D'où, avec Nmap, on peut scanner les ports pour voir les ports ouverts, les ports fermés et les ports qui présentent un danger et qui sont verts doivent être fermés pour assurer la sécurité au niveau de votre périphérique. Appliances de sécurité. Alors, les appliances sont les équipements ou soit l'infrastructure physique qu'on met en place pour assurer une fonctionnalité bien déterminée. Et dans la sécurité informatique, il y a les appliances, donc les équipements physiques qui peuvent être mis en place pour assurer cette sécurité. On venait tantôt de parler du pare-feu, ok? J'ai déjà parlé du pare-feu, qui est un équipement. Après, il y a les routeurs. C'est quoi un routeur? Un routeur, c'est un équipement qui est mis en place pour assurer l'interconnexion entre deux ou plusieurs réseaux. Donc, lorsqu'on veut connecter deux ou plusieurs réseaux, on utilise un routeur. Donc, les routeurs, c'est comme un pont, OK? Qui assure l'interconnexion. Donc, lorsque vous voulez communiquer au-delà de votre réseau local, donc vous êtes dans un réseau local et vous devez communiquer au-delà de ces réseaux, vous avez besoin d'utiliser le routeur. Et dans ces routeurs-là, on peut activer le chiffrement ou le VPN. Rappelez-vous qu'on a parlé l'autre fois sur les VPN. On a dit que les VPN permettent de créer un tunnel sécurisé. Donc, lorsque vous créez un tunnel sécurisé, donc vous êtes rassuré plus ou moins que vos communications ne sont pas vues par une personne extérieure. Donc, les communications ne sont vues que entre l'émetteur et les destinataires. Donc, ça ne sera vu que entre vous deux. Et on peut activer aussi ces VPN au niveau de routeur. Oui, il y a aussi les applications sur nos téléphones. Il y a les VPN qu'on peut activer au niveau de nos machines et il y a aussi les VPN qu'on peut activer au niveau de routeur. Voilà, c'est dit là. Après, on parle de malware ou de antivirus. Alors, les antivirus ou les anti-spyware et tout ça. Donc, au niveau du réseau d'entreprise, tâchez à utiliser les antivirus avec licence. Donc, les antivirus achetés et à jour.
OK? Parce que avec un antivirus acheté, vous avez une certaine garantie que vos données sont assez sécurisées. Parce que au niveau de l'entreprise, l'information est beaucoup plus sensible. D'où utiliser vraiment les antivirus avec licence pour vous assurer que votre sécurité est maximale. Après, il y a tous ces équipements qui sont présentés là. Ici, par exemple, il y a les routeurs, il y a les VPN, il y a les appliances de sécurité. Alors, comment détecter les attaques en temps réel? Attaque zero day. Attaque zero day, on en a parlé l'autre fois. On a dit que l'attaque zero day consiste à, en fait, c'est lorsque un hacker exploite une faille dans une partie d'un logiciel avant que les créateurs n'y remédient. Donc, lorsque vous concevez un logiciel, ou soit lorsque vous mettez en place un système informatique, ou soit un réseau, il y a toujours une faille. Il y a toujours quelque chose qui ne marche pas. Alors, le mieux à faire, c'est de pouvoir voir cette vulnérabilité plus tôt, OK? Lorsque vous concevez votre application, votre réseau, il faut l'analyser pour, pour pouvoir détecter de vous-même les vulnérabilités que l'application a. Parce que si ces vulnérabilités ne sont pas découvertes par vous-même, une fois en ligne, ça peut être découvert par quelqu'un d'autre en premier. Et le fait que l'attaquant ou soit l'hacker puisse voir votre vulnérabilité avant vous-même, c'est ce qu'on appelle l'attaque zero day. OK? Après, il y a les équipements qui permettent d'analyser à temps réel les périphériques et les terminaux, donc qui permet d'analyser à temps réel, donc continuellement, euh, la santé du réseau, soit d'un système informatique. Et à ce niveau-là, il y a les IDS qu'on parlera plus tard et les IPS, on en parlera aussi aujourd'hui. Les IDS, c'est les systèmes de détection de intrusions et les IPS, ce sont les systèmes de prévention de intrusions. On va voir que ça peut être comme des applications, aussi comme des équipements qui sont mis en place pour détecter ou soit pour prévenir les intrusions. Rappelez-vous que l'intrusion, c'est le fait qu'une personne extérieure arrive à avoir accès à votre réseau. Et ça, c'est un problème parce que votre réseau doit assurer la confidentialité. Et lorsque une personne extérieure arrive à avoir accès à votre réseau, donc votre confidentialité est par terre. Attaque par DDoS et réponse en temps réel. Alors, l'attaque à l'attaque DDoS, c'est l'attaque à des nids de services distribués. On en a parlé l'autre fois. Donc, l'attaque à des nids de services, c'est lorsque l'attaquant arrive à rendre un réseau indisponible. OK? Et la disponibilité, c'est une caractéristique très importante pour un réseau. Et lorsque un réseau est indisponible, donc ça empêche à ce que les utilisateurs arrivent à avoir accès à ces réseaux, d'où c'est une faille. Maintenant, l'attaque à des nids de services distribués, c'est une version plus étendue de l'attaque à des nids de services simples. D'où lorsque on détecte cette attaque-là, on doit vite répondre à cela, sinon cette attaque paralyse carrément le réseau. C'est protégé de malware. Alors, dans les entreprises, il y a les équipes pour chaque tâche. En tout cas, il y a les équipes qui sont censées faire différentes tâches en rapport avec la sécurité informatique. OK? Donc, dans une entreprise qui se répète, dans une entreprise, surtout les entreprises de grande envergure, la sécurité informatique, ça peut être une direction, soit un service où il y a où il y a plusieurs tâches à faire. Donc, il y a des équipes qui sont censées euh, gérer les opérations de sécurité. Il y a les équipes de gestion des incidents. Donc, lorsqu'il y a eu incident, ces équipes-là sont mises en place pour pouvoir réparer cet incident. Les équipes en charge des informations sur les menaces, donc ils sont censés d'être informés, d'avoir une veille
technologiques pour savoir quel virus a été mis en place, comment répondre à cela et tout ça. Donc, il y a des équipes qui sont chargées pour ça. Il y a les équipes chargées de l'infrastructure de sécurité. Donc, toutes les infrastructures que nous venons de voir là, il y a des équipes qui sont mises en place pour assurer le fonctionnement de cela. Les bonnes pratiques pour la sécurité. Donc, il y a de pratiques qui doivent être mises en place pour la sécurité. Alors, on dit voici certains de bonnes pratiques à suivre pour la sécurité. D'abord, effectuer une évaluation des risques. Une évaluation des risques consiste à voir les risques que vous encourez du fait que votre réseau n'est pas assez sécurisé. OK? Dans un niveau professionnel, dans un niveau de l'entreprise, il y a des informations qui sont très sensibles, d'où c'est en sachant ce que vous vous protégez que vous pouvez déployer une sécurité très avancée par rapport à votre système ou à votre réseau. Il faut créer une politique de sécurité. Donc, il faut définir une politique de sécurité. Il y a deux choses qui sont permises et ce qui ne sont pas permises dans un réseau. Donc, il faut identifier et puis il faut créer cela. Donc, il faut créer une politique pour dire que non, cette tâche n'est pas permise dans l'entreprise. Ceci ne l'est pas autant de choses pour assurer une sécurité maximale au niveau de votre réseau. Mesurer les mesures de sécurité physique, parce qu'il y a des endroits qui sont très sensibles et il y a des locaux dans les bâtiments qui ne doivent être qui ne doivent permettre l'accès qu'aux personnes qui sont bien déterminées. OK? Donc, mettez les mesures de sécurité, les systèmes de badges et tout ça ici. On vous parle comme étant chargé de la sécurité informatique d'une entreprise, bien sûr. Les mesures de sécurité de ressources humaines. Donc, au niveau de ressources humaines, vous devez avoir les informations sur les agents de l'entreprise avec leurs antécédents. Donc, vous ne pouvez pas, par exemple, engager une personne qui est réputée avoir saboté un réseau et tout ça. Donc, ça, c'est quelque chose à éviter. Il faut effectuer et tester les sauvegardes. Il faut faire les backups. On en a parlé l'autre fois. Il faut utiliser les contrôles d'accès avec les mots de passe et tout ça pour assurer l'authentification. Il faut tester régulièrement la réponse en cas d'incendie, donc d'incident. Lorsqu'il y a eu un problème, après, vous avez déployé une mesure pour rétablir cela. Il faut maintenant tester régulièrement cette réponse. Implémenter un outil de surveillance, d'analyse et de gestion du réseau. Il y a des applications qui permettent de faire ça. Donc, pour voir la performance du réseau, pour voir qui est connecté sur les réseaux et tout ça, il faut implémenter ces outils-là pour assurer ces choses-là. Enfin, il faut crypter les données. Bon, ici, j'avais eu à souhaiter former les utilisateurs. Donc, les utilisateurs du réseau de l'entreprise doivent être formés, doivent savoir ce qu'ils sont censés faire et ce qu'ils ne sont pas censés faire dans le réseau de l'entreprise. Après, il faut crypter les données. L'autre fois, on a parlé du cryptage. On avait dit que cryptage ou chiffrement, ce sont deux termes qui peuvent être interchangés, OK? Et chiffrer les données consiste à rendre ces données illisibles par une personne tierce. Donc, lorsque les informations sont cryptées et qu'elles sont entre les mains d'une personne qui n'a pas les clés de chiffrement, la personne ne pourra pas lire les informations. Et je vous ai appris sur comment chiffrer les données au niveau de Windows. OK? Il y en a dans la vidéo du chapitre passé. Approche comportementale de la cybersécurité. Excusez-moi. Il y a le bootnet. Alors, c'est quoi les bootnets? Les bootnets sont de machines zombies, OK? De machines zombies, soit des robots, qui sont loués.
pour, pour pouvoir créer ce qu'on appelle l'attaque DDoS. Je venais de parler de l'attaque DDoS il n'y a pas longtemps. OK? Alors, où est-ce que ces botnets, ces machines zombies sont louées? Les machines zombies sont très souvent louées dans le darknet. Pas très souvent, mais régulièrement louées dans le darknet. Les darknets, c'est l'Internet noir. OK? C'est l'Internet où tout ce qui est censuré dans l'Internet que nous utilisons est permis là-bas. L'Internet que nous utilisons, c'est le www. Et au niveau de notre Internet, il y a certaines choses qui sont censurées. OK? Euh, Par exemple, sur Internet, vous ne verrez pas là où on vend deux armes, vous ne verrez pas les terroristes faire leur publicité, vous ne verrez pas certaines choses illégales. Alors que dans le darknet, il n'y a aucune loi, il n'y a rien de rien. Donc là-bas, en tout cas, c'est la jungle. Et c'est au niveau de ces darknets qu'un pirate peut louer les bootnets. Donc, ce sont plusieurs machines virtuelles, OK? Et il utilise ces machines-là pour pouvoir se connecter à un réseau. Et une fois qu'il se connecte à ces réseaux-là, à un très grand nombre, ça rend les réseaux indisponibles, inopérationnels. Donc, c'est l'attaque DDoS. Voilà. La chaîne de frappe de la cyberdéfense. Alors, c'est quoi? Ce sont les étapes que l'hacker ou soit son équipe vont suivre pour vous infiltrer ou soit rendre votre réseau indisponible. Donc, on l'a dit l'autre fois que le fait que vous soyez attaqué, c'est pas un hasard. Donc, l'hacker prend son temps, il étudie étape par étape jusqu'à atteindre la cible. Et la première étape, c'est la reconnaissance. Dans la reconnaissance, il recueille les informations. Il peut savoir, par exemple, les informations sur les systèmes d'exploitation à infiltrer. Il peut avoir les informations sur la topologie du réseau. Il sait que ces réseaux-là est fait de cette façon ou soit de telle. Donc, c'est la reconnaissance qui est la première étape. Après, il y a la préparation. Maintenant, après avoir certaines informations, il crée l'exploit. L'exploit, c'est malware, c'est cette application malveillante qu'il met en place pour pouvoir l'exploiter, ok? Pour pouvoir rendre votre réseau inopérationnel. Donc ça, c'est la deuxième étape. Après, il y a la transmission. Après avoir créé cet exploit, il vous l'envoie. Il peut vous l'envoyer par mail, il peut vous l'envoyer d'une certaine manière pour que ça puisse vous atteindre. Et une fois que cela vous a atteint, arrive maintenant la quatrième étape qui est l'exploitation. Donc, il doit exploiter cet exploit-là, si on peut se permettre cette topologie, pour pouvoir vous atteindre. Et donc, il exploite, après, il installe. Donc, ces malwares doivent être installés sur votre équipement. Et après, c'est la commande. Donc, le fait que c'est installé, il a une prise de commande sur vous. Après, la dernière étape, c'est l'action. Donc, il peut maintenant exécuter les actions qu'il veut par rapport à son besoin. Après, il y a la sécurité basée sur le comportement, les honeypots. Les honeypots, c'est quoi? Les honeypots, c'est lorsque vous êtes administrateur réseau, faites honeypot en anglais, c'est pot de miel. Il y a, il y a une stratégie qu'on peut mettre en place, ok? C'est une stratégie très risquante. Donc, mettez-la en place que lorsque vous avez vraiment de compétences assez vastes. Ça consiste en quoi les honeypots? C'est lorsque vous ouvrez une porte, vous créez une brèche sciemment, donc vous laissez la porte ouverte pour votre réseau, pour permettre à ce que les hackers puissent accéder à votre réseau. OK? Et une fois accédé à votre réseau, vous allez lire le comportement des hackers. Vous allez comprendre son besoin, ce qu'il fait d'habitude lorsqu'il se connecte dans ces réseaux-là.
Alors, ça vous permet de comprendre le comportement de l'hacker pour mieux sécuriser votre réseau. Bien sûr, une fois que vous avez compris, il faut maintenant l'éjecter et puis sécuriser votre réseau. Ok? C'est un peu comme jouer avec le feu. Mais il faut avoir vraiment de compétences bien rigoureuses pour se permettre cela. NetFlow, c'est une application qui permet de lire le comportement ou soit de rassembler l'habitude d'un réseau, ok? De rassembler le comportement d'un réseau. Par exemple, dans un réseau d'entreprise, on sait que les gens, ils travaillent de 8h à 16h30 et c'est de 8h à 16h30 qu'il y a une grande activité et il y a autant de préfets qui sont connectés. Donc, par ce comportement-là, lorsqu'on voit par exemple un grand nombre de personnes qui sont connectées aux heures creuses, donc par exemple à minuit ou soit 1 heure, on comprend que c'est un comportement qui sort de la normale, d'où il faut vraiment mettre en place une mesure pour assurer la sécurité à ces niveaux-là. Approche des Cisco pour la sécurité. Il y a le CSIRT, donc c'est l'équipe responsable de réponse en cas d'incident en matière de sécurité informatique. Voilà, c'est quoi les CSIRT? C'est une équipe qui est constituée des différents organismes, des différents organismes qui travaillent particulièrement sur la sécurité informatique. Et ce sont eux qui ont mis de politique sur la sécurité informatique. Et puis, eux, ils ont tendance à journaliser tout ce qu'il y a comme menaces qui sont détectées, OK? Lorsqu'il y a un nouveau virus qui a été découvert, donc ces organismes notifient. Donc, ils disent que non, il y a tel virus qui fait ceci, c'est là. Pour s'en protéger, il faut faire cette chose ou l'autre. Donc, ce sont les organismes qui sont là pour surveiller la sécurité informatique et c'est au niveau mondial. D'où il faut très souvent vous référer à leurs écrits et tout ça. Et ce sont très souvent les sites anglophones. D'où lorsque vous voulez vraiment ça c'est encouragé. Lorsque vous, vous voulez aller loin dans l'informatique en général et particulièrement en cybersécurité, il faut apprendre l'anglais. Il faut vous familiariser avec parce que c'est une science qui traite de cela. Voilà. C'est plutôt une langue qui est plus utilisée par rapport à cela, allais-je dire. Les guides de vente de la sécurité. Alors, ici, ça consiste particulièrement l'ensemble de requêtes reproductives exécutées sur les sources de données, des événements liés à la sécurité et qui permet la détection des incidents et la réponse à ces derniers. Donc, lorsque vous détectez un problème, comment répondre à cela? Que faut-il faire? D'abord, il faut détecter les machines infectées par le malware. Donc, il faut savoir quelle machine a été détectée au cas où vous avez été victime d'un piratage. Donc, il faut détecter les machines qui sont infectées parce qu'il peut, c'est soit toutes les machines, soit certaines sont victimes, d'autres ne le sont pas. Il, il faut détecter les activités suspectes dans le réseau. Et pour ça, il y a le logiciel qui permet de voir ça. Et puis voilà, euh, pour, 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 pour détecter tout ça. Et rappelez-vous, par exemple, on venait de parler de NetFlow qui consiste à voir les activités au niveau du réseau. Détecter les tentatives irrégulières d'authentification. Donc, lorsque une personne tierce veut se connecter avec des mauvais mots de passe et tout ça, il y a toujours l'alarme qui est déclenchée pour vous dire qu'il y a eu autant de mauvaises tentatives et tout ça. Et après, il faut bloquer cette personne par cette adresse, par son adresse IP. En tout cas, ça, c'est beaucoup. C'est la partie un peu plus évoluée de la chose. Et rappelez-vous qu'ici, nous sommes en train de parler de la sécurité au niveau professionnel. D'où, avant que vous travaillez comme professionnel en cybersécurité, bien sûr, il faut avoir assez de compétences. Il faut faire autant de formations.
il faut avoir un grand niveau par rapport à cela. Faire, et enfin, on dit faire correspondre les événements avec toutes les sources de données pertinentes. Donc, mettre en place un tableau, OK, vous pouvez dire que ceci est arrivé par rapport à cela, donc pour s'en protéger, il faut faire ceci et cela, et ça conduit même à mettre en place une politique de sécurité. Les outils pour la prévention et la détection des incidents. Il y a les outils qui sont mis en place pour prévenir et détecter les incidents ou soit les intrusions. Il y a les SIM. C'est un logiciel permettant de collecter et d'analyser les alertes de sécurité, les journaux ainsi que d'autres données historiques en temps réel provenant de périphériques de sécurité sur les réseaux. Donc, les SIM, lorsqu'il est mis en activité, c'est pour que il puisse détecter, OK, il collecte et il analyse toutes les alarmes, toutes les alertes de sécurité et ça permet à renforcer la sécurité. Il y a les DLP qui est pour la prévention de perte des données. Donc, lorsque on sent que les données peuvent, peuvent être perdues, soit lorsqu'il y a une fuite des données imminente, les DLP prévoient cela. Et puis, lorsqu'il y a prévention, c'est pour que vous puissiez agir directement et empêcher que cela arrive. Cisco ISCI, c'est pour... en fait, il utilise les politiques de contrôle des accès de données en fonction du rôle. C'est un service d'identification. Ça gère un peu les authentifications et tout ça. Et c'est un logiciel qui est mis en place par Cisco. Les systèmes IDS et IPS, c'est quoi les IDS? Les IDS, c'est un système de détection d'intrusion et les IPS, c'est un système de prévention d'intrusion. OK? Les IDS, ça peut être comme les applications à installer sur le périphérique ou soit aussi, ça peut aussi être les périphériques, en fait, l'infrastructure physique telle que représentée là. Donc, c'est les IPS et puis les IDS qui sont représentés là. Donc, la détection, excusez-moi, la détection, il détecte, il sait voir une anomalie et tout ça. Et la prévention, c'est pour vraiment répondre à cela. Voilà, c'est ici que ce chapitre s'arrête. Et c'est l'avant-dernier chapitre. On se voit le mercredi pour le chapitre 5 qui est le plus court de chapitre. On va voir cela après. Il y aura une vidéo qui viendra après qui vous apprendra comment faire l'examen final. Il y aura aussi un badge que je vais mettre en place pour que vous puissiez les lire et vous préparer à l'examen final. Entre-temps, portez-vous bien. Au revoir.